en mettre une petite couche pour les applaudissements. Je pense Céleste. Tout à l'heure, Patrice vous a dit qu'effectivement le programme prévoira, puisqu'on a parlé du prémisse, je parle de la suite, que Ariane puisse échanger avec les personnes qu'elle rencontrera après le spectacle dans l'idée d'une conversation qui soit constructive sur ce qu'elle a notamment mis en place pour pouvoir travailler avec Zoé, ce que certains responsables d'école considéraient comme étant impossible pour sa fille, et donc avec des résultats qui sont ceux que vous avez notamment vus aujourd'hui. Et donc pour commencer aujourd'hui, et voilà, parce que cette expérience-ci est un peu particulière et un peu à côté de ce qui va se passer par la suite, c'est aussi l'occasion de vous apprendre. Le but de vous avoir réunis, comme je ne disais pas tout à l'heure, c'était aussi d'apprendre des choses de ce que vous avez ressenti, vécu, vu, peut-être de ce qui vient de vous être présenté, comment vous avez ressenti ce spectacle, comment vous a amené à certaines réflexions. On est là pour les recueillir ensemble, donc je sais que l'exercice n'est jamais très aisé, mais comme on est là entre amis, sentez-vous libre de pouvoir exprimer ce que vous avez vraiment réfléchi, pensé ou pas, ce que vous avez ressenti finalement. Parce qu'après, le ressenti peut se réfléchir. Merci. Donc, c'est à vous. C'est à vous. Lancez-vous. N'ayez pas peur. Chez vous, posez-vous. Posez. Je pose. Oui, posez. Si vous voulez, on vous fait travailler gratuitement aujourd'hui, parce que c'est une des étapes, la première grosse étape de travail, où on vérifie les choses, on va les corriger, parce qu'on a encore un bon mois devant nous. Et en fait, vous êtes les premiers qui observez ce spectacle. Vous n'êtes pas, il va y en avoir d'autres comme ça. Tous les lundis maintenant, nous allons faire des tests devant le public, et à chaque fois, ce que nous allons faire, c'est on va écouter tout ce que vous dites et on va entendre ce qu'on considère le plus important pour nous. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez y aller, il n'y a pas de bêtises. Balancer. Voilà. Et c'est ça. Et alors, on s'était même dit, soyez rigoureux. Vraiment, c'est pour aider. C'est vraiment pour aider à avancer dans le spectacle en disant, mais ça, je ne comprends pas du tout, ça va vraiment pas. Si vous étiez les metteurs en scène, qu'est-ce que vous feriez? Voilà, c'est ça. Alors, on a une metteur en scène en vert, j'ai bien levé la main. Peut-être que pour vous situer, qu'on sache d'où viennent aussi les commentaires, comment vous avez réfléchi, peut-être que ça n'aura rien à voir, mais c'est intéressant de vous présenter quand même. Ok, je m'appelle Laurent Gallet, je suis infirmière en santé communautaire et je travaille pour le moment en PSE, PMS. Parfait, merci. Et en fait, je voulais d'abord féliciter Céleste et sa maman parce que c'est très 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 touchant, que c'est un peu un miroir que vous nous renvoyez et que parfois j'ai l'impression que je fais partie des 7 personnes que vous avez rencontrées. Mais je vous jure, je suis beaucoup plus humaine et plus gentille. C'est pas possible. Voilà. Mais voilà, enfin, à un moment, je me suis dit, j'espère que je ne suis pas comme ça, mais parfois je fais partie des 7. Mais bon, voilà. Et je voulais juste un petit peu demander au metteur en scène s'il y avait une raison pour laquelle Caroline est toujours à terre. Et que, ou alors, quand le spectacle se fera, ce sera sur une scène, le public sera en contrebas. Mais là, très souvent, on ne voit pas la maman. Je trouve que le rangement d'une chambre, ça peut aussi se faire debout. Et que quand elle est assise en tailleur, j'imagine qu'une commode pourrait faire l'affaire pour qu'on puisse la voir assise sur sa commode et qu'on la voit. Parce que d'abord, elle est particulière. Ah oui, techniquement, par rapport au public, on ne vous voit pas. Ah d'accord, oui, Vous êtes très souvent à terre, avec nous en train de ranger, en train de raconter. Et finalement, quand vous étiez sur le cheval, on commençait à vous voir. On vous a vu aussi quand vous étiez sur le pouf. Mais avant ça, on ne vous voyait pas. Ah, d'accord. Et je trouve que vous êtes tellement expressif que vous êtes aussi très touchante dans votre non-verbal. Et je me dis, tiens, dans une chambre d'enfant, on peut mettre une commode et pouvoir être assis sur la commode. Quand on range la chambre, je suis aussi maman, on est debout. On est rarement à 4 pattes. Et voilà, c'était juste pour qu'on vous voit plus. Parce que là, on vous a peu vu.
Oui, le mérite pour la voix, c'est vrai. Oui, mais par exemple, c'est bien, parce que c'est rare quand on joue dans une salle comme ça. On est fort. Oui, généralement, on joue dans des salles comme ceci, où un peu plus, où le champ de vision est dégagé. Mais c'est vrai que si on a joué dans des lieux plus petits, comme ceci, c'est bien, c'est votre plus. Et en même temps, c'est un avantage que c'est assez intime. Donc c'est ça qui est très gai, c'est qu'on est très proche de vous et en même temps, vous n'avez que dans l'oreille. Malheureusement, si elle est à terre, c'est que certains ont voulu la mettre à terre aussi. Ah oui, ça. Donc, symboliquement, ça part. C'est En fait, c'est relevé depuis. c'est fait exprès ça. De quoi? Que tu Tu es es à terre parce qu'on a voulu te mettre à terre. J'ai entendu. Est-ce que c'est fait exprès qu'elle est à terre parce qu'on a voulu la mettre à terre, un système aurait voulu la mettre à terre symboliquement? D'abord, oui, à un certain moment, si tu ranges, et si tu es tellement dans le stress, dans la nécessité de résoudre au niveau du temps, c'est vite, on rampe, et en même temps, la symbolique, c'est, on est habillé, on dirait toi un enfant quelque part. Donc, quelque part, c'est de jouer avec ça, évidemment. C'est pour ça qu'il y a la petite culotte, mais en même temps, puisque nous sommes entre travailleurs de même section, vous savez, c'est disgracieux. C'est disgracieux, par exemple. On voulait supprimer tous les trucs qui sont sexués. Vous voyez? Donc il fallait faire attention à ça, parce que donc tu t'abaisses comme ça, évidemment tu vois ta culotte, c'est pas très beau. Donc il a fallu tenir compte de ça. Donc à quatre pattes, il y a l'idée de l'enfance, donc l'enfance qui commence à la naissance et qui se termine à la fin de vie de l'enfance. On ne parle pas de l'enfant, hein. Cette enfance, c'est-à-dire l'espace émotionnel de chacun de nous, il est dans toute la durée de notre vie. Donc cet espace émotionnel-là, il fixe dans notre corps le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments très forts dans notre existence qui ont fixé ce temps. Il y a des moments quand, par exemple, je ne sais pas moi, le décès de quelqu'un, imagine je perds ma mère à 16 ans, eh bien pour moi, quand je parlais de ma mère, c'est le 16 ans qui va être très fort. J'aurai 16 ans. On est marqué par tout ça. Donc je me suis dit, tiens, en mettant une adulte habillée comme elle est habillée à quatre pattes, en lui donnant cette poupée va lui ressembler le même costume, les mêmes cheveux et tout. En lui donnant ça, ça veut dire que, ok, on est l'un et dans l'autre, on est l'un et l'autre. On est adulte, mais en même temps, on est aussi dans l'émotionnel. On est aussi dans l'amour. Et l'adulte aussi porte l'amour, comme l'enfance évidemment. Oui. Donc, je me présente Jean-François Belsard, je suis conseiller de la ministre de l'enseignement obligatoire. Alors, je ne vais pas m'attacher sur la forme et sur le fond. Donc, il y a plein de choses qui se bousculent dans la tête en voyant ce petit spectacle qui à la fois me bouscule terriblement dans ma vie professionnelle, mais où, de manière très positive et constructive, je vois l'exploitation qu'on pourrait en faire. Alors je pense que le texte ne nécessiterait aucune correction. Vous jouez très bien, donc sur votre interprétation, je n'ai absolument rien à dire. Je pense que le texte, j'aimerais pouvoir le lire parce qu'il est extrêmement fin, très très pointu, et il évoque véritablement le drame et le séisme de la rencontrer bon nombre de parents confrontés parfois au manque de professionnalisme des acteurs du monde scolaire. Et je ne leur jette pas la pierre parce que je pense que la plupart d'entre eux, dans la relation école-famille, n'ont quasiment pas du tout été formés ni préparés à aborder ces questions, de la transmission d'un savoir et surtout de considérer les parents, la maman ou le papa comme étant des vecteurs essentiels de l'apprentissage. Et donc c'est vrai que c'est tout un apprentissage à faire. Et donc, si j'étais moi directeur d'école encore, ou si je suis quelqu'un dans le système, je pense que ce genre de théâtre-action pourrait très bien être un point de démarrage, une réflexion, par exemple, tant dans l'enseignement spécialisé, mais que dans l'enseignement ordinaire, parce qu'ici on parle du syndrome de Down, mais vous parlez de la dyspraxie, la dyslexie, la dysorthographie et tout le reste. Les mêmes attitudes des enseignants, c'est exactement la même chose. C'est un point de départ d'une réflexion qui doit avoir. Mais comment moi, je suis un peu comme vous, comment moi, professionnel, est-ce que je réagis
face à une maman qui vient avec son problème, avec sa demande, comment est-ce que je transfère, est-ce que je suis capable de transmettre, est-ce que j'ai les bons mots pour rejoindre l'attente de la maman? Je pense que tous les professionnels ici, qui sont ici dans l'Assemblée, nous diront que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et j'imagine, je pense à la scène, vous dites que vous êtes face à 7 personnes. Je pense à un tribunal. Et 7 personnes qui détiennent les codes du système, hein, le vocabulaire du système, face à une maman. Et je pense ici, c'est vrai que depuis que je suis arrivé au cabinet, ça fait maintenant 3 ans et demi, j'ai imposé, le ministre l'a imposé, mais sur ma proposition, la communication, l'invitation des parents pour l'élaboration du plan individuel d'apprentissage. Comment les équipes éducatives abordent-elles la question des parents dans l'élaboration du plan d'apprentissage, dans la communication ensuite, dans l'évaluation de ce plan. Et je pense vraiment qu'il y a matière à exploitation de cela, parce que on pourrait critiquer. Hein. Je pense que certains diront, ben moi je ne me connais pas du tout, dans mon école, j'ai plein d'apprentissage, etc. Je pense qu'il y a matière à exploitation. Merci. Mais je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Moi, je m'appelle Valérie, je suis enseignante dans le spécialisé, en type 7, hein, puisque bravo tout d'abord pour votre spectacle. Enfin, en tant que professionnel de l'enseignement, évidemment, on s'en prend un peu plein la figure, mais à raison, comment aller dans votre sens. Vous mettez vraiment en lumière le problème de la norme, en fait. Donc, la conformité à une norme, donc même dans le handicap, le système fait que il faut rentrer dans des normes, dans certains types. Hein. Il y a 8 types d'enseignement spécialisé. Un enfant, on va le catégoriser et l'envoyer dans telle ou telle école. Moi, je suis dans le système, je vois bien comment ça se passe. Il y a des parents qui ont essayé plusieurs types d'enseignement et puis leur enfant ne rentre dans aucune catégorie. Donc on essaye un peu du type 4 et puis bon, comme il a une surdité, bon, il ne nécessite pas un type 4, on va l'envoyer vers un type 7. Et puis j'ai parfois l'impression que le système fait qu'en ce moment on se jette les patates chaudes, quoi. Et donc, je pense que dans l'enseignement, et des parents comme vous, mais c'est finalement les parents modèles des enfants à besoins spécifiques, puisque des parents comme vous, ils vont prendre les enfants en charge, et bien souvent, on ne va pas les voir dans l'enseignement spécialisé. Parce que l'intégration va fonctionner, enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres professionnels ici, mais l'intégration va fonctionner grâce aux parents. Donc finalement, une grosse majorité des enfants qu'on retrouve dans le spécialisé, c'est des familles qui n'ont pas les moyens, que ce soit culturels ou de langage ou intellectuels, pour poursuivre et soutenir leurs enfants. Alors vous me parlez du PIA et ce qu'il en est de l'intervention des parents dans l'élaboration du PIA. J'ai encore eu une formation il y a 2 semaines. J'ai posé la question, puisque ça fait partie du décret. Et qu'est-ce qu'on a répondu? On fait ça dans la mesure de nos moyens, en sachant qu'une majorité des parents ne parlent pas français. Enfin, je parle pour mon école. Donc c'est très compliqué en fait l'enseignement spécialisé. On n'a aucune formation, on est catapulté avec des agrégations et des régendas dans des classes avec des enfants qui présentent des troubles de l'apprentissage et des handicaps lourds. Et c'est très difficile en fait. Si je peux me permettre par rapport au PIA, je pense que David a dit que, bon, entre-temps, avec tout le parcours, je me suis dit, je pense maintenant que je suis prête pour pouvoir aider d'autres familles. Et donc j'ai créé une association qui s'appelle Les Enfants de la Chance. Et donc, apparemment, ce problème de PIA pose un réel souci. Et donc, je vais profiter justement ce projet va courir pendant 2 ans. Maintenant, je ne dis pas qu'on va jouer toutes les semaines et tous les mois. Mais en tout cas, il est disponible pour 2 ans. Et donc, l'idée était de pouvoir laisser un questionnaire sans accuser qui que ce soit, mais dire par exemple aux parents, qu'est-ce que vous attendez de ce fameux PIA? Est-ce que, d'abord, vous êtes conviés pour pouvoir en parler? Ou alors, à votre avis, qu'est-ce qui serait bien pour que ça puisse fonctionner? Même question
pour les instituts, enfin les profs, les enseignants, et même question pour les thérapeutes. Donc sans accuser qui que ce soit, c'est pour relever les endroits où ça fonctionne, qu'ils expliquent comment ils font pour que ça fonctionne, et que ça puisse donner des pistes pour ceux que ça ne fonctionne pas, et pour ceux que ça ne fonctionne pas, en disant mais qu'est-ce qui est lourd pour vous, qui fait que ça ne fonctionne pas. Et j'espère qu'on rassemblera assez d'éléments pour pouvoir faire en fait une enquête légitime, pour pouvoir faire un débat de discussion. C'est peut-être très idéaliste, mais en tout cas c'est l'idée que... Mais justement, c'est très idéaliste, j'ai l'impression, ce fameux PIA, dans la théorie, c'est quelque chose d'utopique, j'ai l'impression. Donc il faut vraiment arriver à trouver ce qui coince, ce qui fait qu'on pourra améliorer pour que ça puisse fonctionner sur le terrain. Alors, on est à côté de... on va entendre, si vous voulez bien, si vous voulez réagir, on est là pour discuter tous ensemble, donc chacun aura la parole, on va juste la distribuer de manière équitable, et de manière à ce que tout le monde puisse être entendu. Oui. Yves Robé, je suis formateur et accessoirement directeur d'une catégorie pédagogique, c'est-à-dire là où on forme les enseignants. Concernant la pièce, parce qu'on est là aussi pour parler de ça, on est dans cette phase de construction. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce dispositif, on peut le mettre n'importe où. C'est fait pour. Ok. Effectivement, c'est pas très grand pour ça. Alors, maintenant, avec le texte et le contenu, je vais être iconoclaste, mais délibérément. Céleste, c'est ça? Non, mais dans la pièce, c'est... Zoé, et ma fille qui s'appelle Céleste. Ça me casse les pieds quand on parle d'anglais, d'enseignement spécialisé et de type et de machin et choses, 1, 3, 4, 5. Céleste, Zoé, les papillons. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai embêté mes parents avec les papillons en disant, venez voir, non Yves, tu dois aller à l'école. Mais non, il y a des papillons. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui se sont arrêtés, qui ont dit, voir des papillons avec moi. Donc, je me retrouve très bien dans Zoé. Zoé, c'est juste. Ça va aller. C'est Zoé, c'est. Donc ça, c'est pas une personne extraordinaire dans le sens, je pense que tu joues très bien sur les mots, ta fille est extraordinaire parce que c'est ta fille. Elle n'est pas extraordinaire parce que, comme on a tendance à dire, tous ceux qui sont en besoin un peu de machin chose, ils sont extraordinaires. C'est une casse-pied. Ici, il t'adresse à un public sur, moi j'ai ma fille, eh bien, tu l'as dit à un moment donné, elle a un désir d'apprendre. Je fais quoi avec ce désir d'apprendre? Je pense que c'est l'ordre de tous les enfants qui sont dans cette situation-là. Alors, on arrête avec ce discours, on est avec une vraie question de l'école par rapport au désir d'apprendre des enfants. Ça, c'est la première question qui est très interpellante et qui sort de n'importe quel contexte. De la chambre qui est là, mon Dieu, qu'est-ce que ça ressemble encore à ma chambre d'aujourd'hui? Ah bon? Et ton bureau peut-être? Et ton bureau peut-être? Ça, tu l'as vu, c'est... Je veux dire par là qu'on n'est pas dans un monde... Ah oui, ici, Zoé, Céleste, c'est un rôle, c'est particulier, oui, là, Fourte. On est dans une vraie question sur le rôle de l'école. Alors, il y avait les 7... je suis désolé pour vous, madame, vous étiez dans les 7... Non, je sais pas ce que je ne suis pas, mais parfois, elle est là. Mais, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire un professionnel de l'enseignement ou de l'éducation, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que c'est exactement. Par contre, la question d'un parent qui est ma fille ou mon fils a envie d'apprendre telle chose, ça devrait être l'unique obsession, je dis obsession, des enseignants. Et ça sort complètement du cadre. Alors je pense que d'interpeller, et c'est ça que